Alors pourquoi France Nature Environnement lutte contre ce choix de gestion des déchets? Je ne voudrais pas vous décevoir, mais l'usine n'est pas magique et le compost n'est pas beau. Bonsoir mesdames et messieurs. Vous devez vous demander ce que fait un agriculteur de l'Eure au milieu de la ville en banlieue parisienne, mais je viens vous expliquer justement la position des agriculteurs de notre département. Le bureau Horizon a produit une contre-expertise assez poussée du dossier technique du projet Urbaser. Et là, je vais essayer de faire, de façon courte, aller à l'essentiel et faire un focus sur une problématique qui sont ce qu'on appelle les risques d'explosion. Voilà. Alors, pour essayer de situer aujourd'hui l'action des professionnels de santé, je représente ici, et je suis le porte-parole en tant que pharmacien industriel, d'une ONG lanceur d'alerte. Mais nous ne sommes pas ici dans un esprit, vous savez, comme disent l'argumentaire des industriels, le Nimbai, pas dans mon jardin, c'est-à-dire vous la faites pas chez nous, l'usine vous la faites à côté. Nous pensons que ces usines, il faut les faire nulle part. Les différents intervenants qui sont intervenus avant moi ont démontré pour quelles raisons ces usines n'étaient pas à faire et surtout pas à développer en France. Pour nous, le combat va dans le sens du bon sens, de la maîtrise de l'argent public, de la protection de la santé et de l'environnement. Alors moi, je suis très embêté parce que je vais vous raconter une histoire. Pourquoi embêté? Parce que c'est une histoire vraie et c'est une histoire belge. Moi, je vais vous parler des manigances dont sont capables tous les lobbies pro-TMB. Oui, madame. Merci. Puisqu'on a été interpellé, je ne pouvais pas ne pas intervenir. On a été interpellé en disant, est-ce qu'il y a des responsables politiques dans la salle? Je suis le maire de Romainville. Donc, vous voyez, je suis complètement dans la question, d'autant qu'on fait partie, avec le conseil municipal de Romainville, on a voté à l'unanimité contre ce projet en 2010. Alors pourquoi France Nature Environnement lutte contre ce choix de gestion des déchets? Je ne voudrais pas vous décevoir, mais l'usine n'est pas magique et le compost n'est pas beau. C'est que la terre, une fois qu'elle est polluée, elle est définitivement polluée. C'est le genre de produit, et c'est pire encore quand c'est du tri mécano-biologique, puisque pour cacher ce qui reste, il en reste la même quantité, sauf qu'il a été broyé en petits morceaux, on ne le voit plus, mais il est quand même présent. Donc on peut avoir jusqu'à cette quantité de film plastique dans 1 mètre cube de compost. Vous imaginez? Ça peut avoir tout ça et encore être conforme à la norme française. La position qu'a pris notre bureau de chambre d'agriculture, c'est devant la non-discussion qu'on a pu avoir avec cet avant-projet, de prendre un avis défavorable à la valorisation de... Alors moi je suis assez surpris qu'on puisse appeler compost un tel produit. C'est un digestat, de toute façon c'est pas un compost, c'est un digestat. Néanmoins le risque existe que sur un produit normé, qu'il puisse y avoir des gens qui se disent moi je suis, mettons, j'ai pas de successeur, et je prends le produit parce que derrière moi le déluge. Donc il y a un vrai risque aujourd'hui de ce type de production. Que d'une part, le biogaz, bien sûr, est un gaz explosif, que d'autre part, les unités de méthanisation qui ont pour fonction de produire du biogaz, ça arrive qu'elles explosent, et il suffit juste de regarder différentes installations dans lesquelles ces accidents sont arrivés, donc c'est ça qu'on va regarder. Donc d'accidents qui peuvent représenter jusqu'à 211 victimes potentielles. Ça, c'est l'estimation faite par Urbaser. Extérieure au site,
puisque habituellement, les services de l'État, quand ils évaluent un projet, on demande de comptabiliser les victimes potentielles à l'extérieur. On ne s'intéresse pas au personnel, mais il y a quand même, je le rappelle, 140 personnes qui travailleraient à temps plein sur le site. Voilà, un digesteur, c'est donc un gros cylindre de 3000 à 4000 mètres cubes de capacité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un digesteur, on y injecte la matière fermentescible pour produire le biogaz. Il n'est jamais rempli complètement et au maximum, il y a 80% du volume qui est occupé par la matière fermentescible et on a la partie supérieure qui est réservée au biogaz lui-même. Donc voilà, et ça c'est notamment pour démentir tout ce qui a pu être dit sur le fait qu'il n'y a pas de stockage de biogaz sur le site. Bien sûr qu'il y en a, fatalement, et donc si on rapporte le nombre de digesteurs, ça représente une capacité de stockage de 15 000 mètres cubes de biogaz. Les risques les plus importants qui ont été évalués par les experts, c'est au moment où on démarre l'installation, où on commence d'activer le digesteur ou le réactiver suite à une visite décennale ou un contrôle, c'est-à-dire à chaque fois qu'on réenclenche le démarrage du processus. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, le digesteur n'est pas a priori rempli de matière fermentescible, il faut aller le remplir. Et donc vous avez une production de biogaz qui commence dans un premier temps dans un volume d'air important. Donc il faut bien se mettre d'accord sur le fait que des explosions ont déjà eu lieu. Et des explosions sont déjà arrivées sur le type d'installation comme à Romainville. Alors déjà, c'est une usine qui était prévue pour traiter les déchets de l'agglomération de Göttingen, mais qui n'était pas installée dans Göttingen même. Donc, voilà, ça crève les yeux que d'une certaine manière, il y a un grand nombre de victimes qui ont été évitées, simplement par rapport à la situation du site. Le mensonge, il est au niveau des incendies et des explosions. Je ne passerai pas après l'expert du cabinet. Nous, à Montpellier, on avait des risques d'incendie, je crois, de 10 puissance moins 6. C'était quasiment impossible. Or, il y a eu sur l'échelle d'une année 11 départs de feu. Quand on a 11 départs de feu, mesdames et messieurs, le fait qu'on ait un incendie comme celui que vous avez vu partout n'est pas particulièrement étonnant. C'est bien sûr ces odeurs pestiférées, les mouches, les moucherons qui sont là et qui sont une gêne quotidienne et qui vont se traduire d'abord par des problèmes de rhinite, de toux, de nez bouché, d'yeux irrités, des problèmes d'asthme, de bronchite chronique, d'angine, d'otite, sur un plan nerveux, de l'irritabilité, le sommeil perturbé au niveau cardiaque, le cœur qui s'accélère ou qui ralentit, des risques d'infarctus, des problèmes de peau, d'eczéma. Et tout ça peut conduire à la longue à des états dépressifs. Position du comité des bruyères, on a critiqué le projet Itradec en disant que on aurait préféré avoir des collectes sélectives en amont, chose que tout le monde réclame encore aujourd'hui, que le projet était surdimensionné, tiens, bizarre, ça a été encore une fois surdimensionné, et surtout installé à un mauvais endroit, parce que dans un rayon de 500 mètres de l'usine, il y avait 760 habitants. Que traiter des déchets, ça provoque des nuisances en termes de charroi, de bruit, d'odeur. En 1999, le Conseil économique et social appelle à proscrire totalement et rapidement l'appellation compost ou amendement organique aux produits issus de traitements biologiques d'ordures ménagères en mélange. En 2008, ce même Conseil préconise la collecte séparative systématique des flux défermentescibles. En 2009, le secrétaire d'État Chantal Jouanneau dit « Je répète que je suis défavorable au principe du tri mécanobiologique tel qu'il est pratiqué actuellement. Attention à cette technologie. » En 2010, le rapport du Sénat pointe les résultats incertains, les coûts élevés et les risques de produire un compost qui ne peut pas être utilisé en agriculture sans risque pour le sol. En 2011, la Cour des comptes déplore les dysfonctionnements, les problèmes de qualité et les coûts élevés des traitements biologiques d'ordures ménagères en mélange. Et depuis plus de 10 ans, l'ADEME ne subventionne plus le compostage sur ordures ménagères résiduelles, ou TNB, mais encourage les collectivités à gérer autrement leurs biodéchets. Alors, pourquoi, en 2012,
trouvons-nous encore des projets de TMB? Vous regardez la Cour des comptes, pour le rapport de l'usine de Montpellier, la Cour des comptes a été assassine sur l'usine de Montpellier. Regardez le rapport du Sénat. J'ai été auditionné par le sénateur Soulage pour le rapport du Sénat de 2010. Quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit que l'usine de Montpellier serait un échec. Il m'a dit, Monsieur Vasquez, dans 1 an, on n'en parlera plus. Ben, ça fait 4 ans. Et je tiens à dire une chose, c'est que autant il s'était opposé à moi lors de l'audition en préfecture de Montpellier, autant dans le rapport, ils ont considérablement condamné le TMB. Si bien que les promoteurs du TMB disent maintenant que les sénateurs étaient pro-incinération. C'est pour vous dire que dès qu'on enquête un tout petit peu, même des sénateurs, et même des magistrats, car quand même la Cour des comptes, c'est la plus objective de nos magistratures, et bien quand ces gens se penchent sur le TMB, ils y voient un scandale financier. C'est une imposture, parce que cette usine transforme des déchets en déchets. Il collecte 81 500 tonnes de déchets, il trie, et on s'aperçoit qu'il faut quand même en mettre 63 400 tonnes en décharge. Soit à peu près 80% des déchets. On se dit, ben, à quoi ça sert de trier les déchets pour les remettre après ensemble et aller les foutre dans des charges? Bon, l'usine de biométhanisation, elle a quand même tourné un petit peu. Elle a produit 3 200 000 kilowatts sur 1 an. Oh, bon, c'est bien. Bon, hein. Ben, elle en a consommé 66% pour faire tourner son... Alors on se dit, mais à quoi ça sert de produire du gaz, de produire de l'électricité pour faire tourner un truc qui sert à rien? Donc, en fait, cette usine ne valorise pas donc de la matière organique. Elle valorise pas plus en électricité. Car les structures consomment les 3/4 de ce qu'elles produisent. Plus les structures sont grosses, et c'est le cas chez vous à Romainville, plus elles sont énergivores. Ce qui fait qu'en fait, on fait croire qu'on va se servir de l'électricité pour des logements. C'est faux, tout est mangé par la structure elle-même. Alors, ils ont commencé une campagne de séduction de la presse. Bah, ils ont fait des conférences de presse en disant que c'est un projet magnifique, ça va marcher, tout le bazar. Et puis, ils ont essayé de séduire les riverains du site. Alors voilà ce qu'ils disaient. Aucune dispersion d'odeur à l'extérieur du centre de tri ne peut se produire parce que le bâtiment est en dépression, l'air va être aspiré, passé par des biofiltres, peut-être parfumé à la rose, et ça va sentir magnifiquement dans le quartier. Et ils rajoutent, ça j'y reviendrai tantôt, ni bruit, ni odeur, ni fumée. Bon. En 2001, donc en 2000 ils construisent l'usine, en 2001 elle est en fonctionnement. Et vous savez comment on le sait? Ça commence à sentir. Mais, attendez, elle est en réglage, hein, on vient d'arriver, faut le temps que ça se règle. Bon, ça va. En 2002, on est toujours en réglage, et en 2003, on nous dit, ça va marcher, ça va marcher. Mais ça pue surtout. Ça pue bien. Donc, en 2004, ils sont obligés quand même de faire un investissement. L'investissement, c'est quoi? Ben, comme leur biofiltre à la rose, là, ça fonctionne pas beaucoup, ils ont trouvé une nouvelle technologie. Enfin, ils appellent ça l'éolage. C'est-à-dire qu'ils sont allés mettre sur le toit du centre de tri un genre de turboréacteur, je ne sais pas, moteur d'avion, qui servait à aspirer l'air du centre de tri et à le propulser à 100 mètres de haut pour que les mauvaises odeurs se dissipent dans l'atmosphère et que, au niveau du sol, ben, on sache respirer. Ça a coûté 150 000 €. Ben, le nez des voisins, le nez des riverains le valait bien. Bon. Ils l'ont fait tourner, ben, ils l'ont fait tourner 2-3 mois, et puis ils se sont rendus compte que ça consommait vachement ce machin-là. Donc ils ont dit, on n'a pas les moyens de le mettre en route, on le laisse ainsi. Donc bon, les odeurs sont retombées, ça pue encore autant. Et en plus de ça, ils étaient en déficit parce que le fleuve qui voulait brûler dans les cimenteries d'Aubourg, il est trop chloré, il est trop humide, donc les cimentiers ne savent même plus fabriquer du ciment. Donc ils ont dit, maintenant, vous gardez votre fleuve. Et il tradait pour garder son fleuve, est allé le mettre en décharge, ça a coûté 1,5 million d'euros en plus. Hein, bon, voilà. Et bien sûr, les nuisances. Car on dit que c'est écolo, mais quand on voit les nuisances, les odeurs, les mouches et les conditions de vie insupportables pour les riverains que nous avons depuis 4 ans à Montpellier,
On ne voit pas en quoi c'est valable pour la santé et pour l'environnement. Au niveau des odeurs, on en a marre de leurs odeurs. Et on leur rappelle le beau tract qu'ils nous avaient produit, ni bruit, ni odeur, ni fumée. Eh ben ça, on avait eu les bruits et les odeurs, maintenant, voilà les fumées. Elle a cramé. Je suis tombé sur un décret qui date du 15 octobre 1810, fait par Napoléon Ier, qui disait qu'il faut éloigner les manufactures aux exhalaisons incommodes ou insalubres des habitations. Il est quand même inadmissible qu'en 1810, Bonaparte interdisait qu'on fasse ça en ville et qu'en 2012, on fasse des usines comme à Romainville en pleine cité, à côté des habitations. Et les coûts sont exorbitants pour la collectivité. Les coûts sont les coûts de construction. On a une méthode un peu à la manière du BTP espagnol. J'espère que les Espagnols m'en voudront pas. Avec mon nom, je ne le pense pas. C'est qu'on a des devis initiaux, par exemple à Montpellier, à 54 millions d'euros et on arrive à 100 millions d'euros après. C'est-à-dire que les devis initiaux sont toujours plus bas. Je crois que c'est le cas pour vous, d'ailleurs. Au départ, les industriels font des devis et après, ça grimpe très très vite au niveau des prix. Ça devient exorbitant pour la construction, mais aussi pour le fonctionnement de l'usine. Il faut savoir qu'à Montpellier, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ils ont rajouté 14 millions d'euros pour pallier aux nuisances. Il faut savoir que 11 millions d'euros ont été pris en charge par la collectivité. Ce qui est scandaleux puisque les industriels avaient dit qu'il n'y aura pas de nuisances. Mais c'est encore nous qui payons alors qu'on avait annoncé qu'il y en aurait. Vous voyez, ça c'est le genre de scandale qui arrive. Il y a encore une autre chose. À la première crise de l'usine de Montpellier, donc en 2008, l'usine n'était pas encore en fonctionnement. J'ai dit qu'ils ne vendraient pas leur compost. Ils ont tous ri. Dernièrement, l'exploitant a demandé à la communauté de Montpellier, donc au public, de payer pour, je crois, 2 ou 3 millions d'euros pour pallier au fait qu'ils ne vendaient pas leur compost. C'est-à-dire que non seulement ils font des usines, non seulement à l'exploitation ils n'arrivent pas à le vendre, mais c'est nous qui payons leur déficit d'exploitation. Alors, je vous rappelle, en 2007, on demande un audit. Et en 2010, ils acceptent de le faire. Et voilà ce que ça donne. Conclusion dramatique du premier rapport d'audit mené au sein de l'intercommunale IDEA, qui est la mère de Itradec. Nos déchets sont gérés de manière calamiteuse. Alors, il y en a qui commencent à parler de scandale, et je vous lis un petit article. À quand la commission d'enquête? Ça, jamais, ça. Faut pas rêver non plus. Quand on envoie ainsi 30 millions d'euros à la poubelle, il en manque déjà 10, il y a quand même des leçons à tirer et surtout des comptes à rendre. On ne peut pas toujours invoquer la fatalité, ça serait vraiment trop facile. Aujourd'hui, il faut parler de culpabilité. Et ici, il rajoute, les responsables du gâchis sont bien identifiables, ils ont imaginé Itradec, ils ont géré l'ISPH, ils ont repris l'Itradec. Oui, ils sont là les coupables, oui. Mais c'est un article qui était tout petit et il n'a pas fait grand bruit. Le TMB chez Itradec, c'est 40 millions d'euros de deniers publics jetés à la poubelle. Les élus nous engouffrent dans une impasse en choisissant ces usines clés en main. Après, une fois qu'on est devant le projet, ils vous disent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quelle est votre solution? On est au pied du mur, on a une urgence, mais parce qu'ils ont organisé l'urgence. À mon avis, les élus locaux ne sont ni sourds ni stupides, mais peut-être, comme nous devant notre poste de télévision, ils se laissent séduire par des discours commerciaux très sophistiqués. Ayez confiance. Dans l'avant-projet, il était imaginé que les agriculteurs de l'Eure allaient prendre, c'était écrit comme ça dans l'avant-projet, allaient prendre sur leur territoire centaines de milliers de tonnes de digestat qui devaient sortir de l'usine. Alors, vous imaginez qu'on a été assez surpris puisqu'à aucun moment, personne n'avait pris contact avec la Chambre d'agriculture de l'Eure. Personne. Comment est-ce qu'on fait ces scandales et comment on arrive à les multiplier en France? D'abord avec un déni de démocratie flagrant. On commence par une omerta. Vous l'avez remarqué ici, quand on monte un projet comme ça, c'est la loi du silence, afin que les citoyens se rendent le plus tard possible du projet, que personne ne se mobilise, et là c'est le grand moment de la désinformation. Ce qui permet d'arriver à ce qu'on appelle une parodie d'enquête publique. Je pense que 7 personnes à une enquête publique, c'est ce qu'on appelle une parodie. C'est qu'on n'a pas informé, c'est que personne n'est au courant, et pourtant c'est un projet, il me semble, qui nécessiterait un tout petit peu de démocratie participative, dont on parle si souvent.
Cela permet de mettre tout le monde devant la politique du fait accompli. Et c'est évidemment une politique qui profite à beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps d'élaboration de ces projets, il y a un gros travail des industriels et des lobbies industriels pour dissuader les élus de mettre en place un tri à la source. C'est très important. Ils leur disent, vous n'aurez rien à faire. Je n'accable pas les élus. Dieu sait qu'en France, on a beaucoup de gens de très bonne qualité, même dans les industriels d'ailleurs. Mais il faut quand même savoir qu'il est évidemment très confortable de se dire qu'on n'aura rien à faire. Aucune pédagogie, aucun changement de fiscalité, aucun effort. On a une usine clé en main, miracle. Donc à ce moment-là, on signe le chèque. Seulement le problème, c'est qu'une fois que l'usine est construite, on se rend compte que ça ne marche pas. Il a fallu des dérogations pour s'approcher de l'autoroute, dérogations pour s'approcher de la nationale et dérogations pour détruire en bas, ce qui est en blanc, détruire un bois qui était classé. Et en détruisant le bois qui était classé, voilà, on a détruit la zone verte et bleue. La zone verte et bleue, c'est la définition, c'est un couloir biologique destiné à sauvegarder la biodiversité de la faune et de la flore. Eh bien, plus fort que Bayonne, vous ne devez pas connaître, parce que Bayonne a été élue capitale française de la biodiversité. Mais il ne faut pas qu'on mette en même temps le fait qu'on va soi-disant valoriser en agriculture, qu'on va presque, c'est tout juste si c'est pas nous qui le demandons, parce que tel que j'ai lu l'avant-projet, il y a des moments où mes cheveux hérissaient un petit peu en se disant c'était comme si c'était presque les agriculteurs qui avaient besoin de ce digestat. Non, non, faut pas inverser les rôles. Ça a fait tache d'huile et je crois que effectivement la création d'Arrivem a entraîné certains à se poser des questions et aujourd'hui c'est au niveau du comité d'agglomération que se posent les questions. On est arrivé à prendre une délibération assez récemment, à la suite de la réunion du 1er février et du moratoire, à la fois pour l'audit, mais je l'ai déjà dit à Arrivem, moi je n'ai guère d'illusions quant à ce qui sortira de l'audit. Si on isole à la source les biodéchets, tout le reste de la poubelle est valorisable. Les papiers, les plastiques, les cartons, le fer, tous les inertes sont valorisables. Et là, on s'ouvre un champ extraordinaire. On a toujours, et ça a été évoqué tout à l'heure, le fait que l'on dit que le tri, notamment des biodéchets, est trop coûteux, trop difficile. Tout ça fait partie de la désinformation. Les citoyens sont indisciplinés, ne sont pas capables de trier. Vous savez, quand on trie en Alsace, c'est qu'on est un Allemand. Quand on trie dans le sud de la France, c'est qu'on est un Martien. Donc, il est inadmissible qu'à chaque fois, on prenne un petit peu, on nous prend, si vous le permettez, pour des imbéciles. Alors, pour terminer, la collecte séparée. Parce qu'on dit, c'est la seule façon de valoriser les biodéchets, de se faire une TMB. C'est pas vrai. On peut collecter les biodéchets séparément. Un mythe s'est répandu en France, comme quoi la collecte sélective est trop difficile et trop chère. Si certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas réussissent, bon, c'est qu'ils sont tellement plus intelligents et plus disciplinés que nous, on sait bien. Mais s'il y a d'autres qui le font, il y a même des Français qui le font. Alors, Lorient par exemple, et je vais vous présenter un exemple qui vient de l'Italie. Si on rend le geste tri facile, les habitants sont capables de faire des merveilles. Et ici en Italie, on se concentre sur les déchets alimentaires, pas les déchets de jardin. Bon, quand on est en immeuble, c'est pas un problème. Et voilà toutes les poubelles, une poubelle pour chaque flux, mais pas des gros conteneurs. Et là, c'est le prix. Le prix de la collecte, quand on fait une collecte de biodéchets, augmente un tout petit peu, mais le prix de traitement baisse beaucoup, et donc le prix total baisse. 3 villes italiennes qui, avec la collective des biodéchets, ont atteint un taux de recyclage de entre 59% et 75%. Il y a Turin, bon, c'est dans le nord, ok. Mais les 2 autres villes, Salerno, avec 150 000 habitants, et Palermo, population 700 000 habitants, sont bien dans le sud de l'Italie.
au sud de Naples. Et voilà, une grosse ville, ils ont réussi à mettre en place une collecte sélective des biodéchets qui fonctionne bien. Et ça, alors là, nous sommes à côté de Saint-Sébastien, donc beaucoup plus au sud que Bayonne, mais enfin, plus au sud que Bayonne. Et dans cette ville, voilà, il n'y a aucune poubelle dans les rues. Les containers enterrés ont tous été supprimés. Il n'y a plus une poubelle, il y a ces petites appliques qui sont en bas de tous les immeubles. Voilà, ici on a des immeubles qui sont grands, qui font 4-5 étages, et voilà toutes les appliques. Ce sont des endroits, ça contient des encoches, ces encoches sont personnalisées, il y a une encoche par appartement ou une encoche par famille, et chacun vient tous les jours apporter son petit seau. Le seau des fermentescibles. Et quand le seau est accroché, il est automatiquement fermé. Les chats, les chiens, les nuisibles ne peuvent pas y avoir accès. Et certains de ces encoches, de ces dispositifs ont une pastille. Ceux qui ont une pastille, ce sont les gens qui, chez eux, font du compost particulier. Eh bien, ces gens-là, ils vont payer 40% de moins la taxe d'enlèvement des ordures. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé, au regard du fait qu'on a des entreprises et des entreprises qui travaillent sur d'autres façons de traiter, par exemple les eaux usées, mais aussi de traiter la pollution dans l'industrie lourde. On a des usines, on a des entreprises dans cette ville de Romainville qui travaillent sur les microalgues. Et donc on avait décidé, ça a été inscrit dans la délibération de l'agglomération Est Ensemble, de faire un colloque et d'intervenir et d'inviter, de faire intervenir un certain nombre d'industriels ou de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là pour essayer de trouver une solution alternative. Moi, je suis certaine que nous sommes tous capables, certainement, de trier autrement et de faire du tri autrement, mais aussi d'impulser pour qu'on cherche d'autres process, qu'on regarde ce qui se fait ailleurs, qu'on adapte éventuellement si nous ne sommes pas complètement adaptés à ce qu'on a dans notre pays, voire en Europe, et qu'on trouve d'autres solutions et qu'on soit porteur de projets alternatifs. Et en ce sens, les 6 mois sont très courts, hein. On a déjà à 1 mois et demi quasiment qui sont passés, mais moi je dirais tout simplement, et j'appellerai l'ensemble à être très vigilant, y compris pendant le mois d'août. Il faudrait qu'on s'organise pour ce faire, parce que pour l'instant, moi j'ai refusé de signer la demande de convoi exceptionnel qui devait amener les engins de terrassement, parce que je n'ai qu'à moitié confiance, mais rien ne dit que, comme pour le permis de construire, il soit validé par ailleurs, hein. Donc on devra rester vigilant, et moi je suis en tout cas parfaitement convaincu, et je crois que je parle au nom de beaucoup d'élus romainvillois, qu'il ne faut pas laisser faire cette usine-là, dans ces conditions-là, même si je pense qu'il faut arriver à faire autrement que l'incinération et l'enfouissement. Le tri mécanobiologique est donc un échec écologique, technologique, sanitaire et financier. Le procédé tri mécanique ne fonctionne pas et n'apporte rien en termes de valorisation des déchets. La biométhanisation, elle ne peut fonctionner que s'il y a une collecte sélective correcte en amont. Le TMB chez Itradec, c'est 40 millions d'euros de deniers publics jetés à la poubelle, et c'est surtout un enfer permanent pour les centaines de riverains qui sont autour. Et un tel procédé génère des nuisances olfactives importantes. Il est donc primordial de le placer dans un endroit approprié et loin de toute zone d'habitat. S'il y a des responsables politiques ici, je les félicite d'abord d'être venus participer à cette réunion. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas embobiner par les
les sirènes techniciennes des industriels sans scrupules qui veulent vous vendre un procédé qui ne fonctionne pas sauf pour eux. Je voudrais aussi vous dire qu'en tant que responsable politique, vous avez le devoir de privilégier le facteur humain par rapport au facteur technique. C'est ça l'important. Et enfin, si vous n'êtes pas convaincu, venez chez nous. On n'ira pas à l'usine parce que je ne suis pas très bien vu là-bas. Mais ça fait rien, on ira dans les villages voisins, on s'arrêtera un moment, vous irez sonner aux portes où vous voulez, ainsi on ne m'accusera pas de manipulation, et les gens pourront vous dire l'enfer qu'ils vivent depuis 10 ans. C'est un scandale. C'est un scandale et ça ne doit pas se reproduire. Et je vois que ça se généralise, je ne comprends plus rien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous savez, souvent, responsable mais pas coupable, après coup. Que là, nous, on annonce le scandale avant. Et qu'ils seront mis devant leurs responsabilités. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils ne pourront pas dire qu'on n'avait pas, parce qu'on pourra en reparler et faire un dossier spécial sur les solutions alternatives et qui sont applicables. Je voudrais leur dire que Oscar Wilde a dit que effacer le passé, on le peut toujours. C'est une question de regret, de désaveu et d'oubli. Mais on n'évite pas l'avenir. Merci, mesdames et messieurs. Merci.